Tout le monde est prêt, c'est bon? Ok. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour ce point presse suite à deux importantes vagues d'interpellations qui ont eu lieu le 18 novembre et le 2 décembre dernier dans des affaires. Pourquoi je vous parle de ces deux dossiers? Parce qu'elles sont liées par une identité partielle d'auteur, de mode opératoire et de commanditaires qui sont rattachés à la DZ Mafia. Cette série d'interpellations s'est déroulée sur commission rogatoire de juge d'instruction de la JIRS de Marseille dans des dossiers d'information judiciaire, le premier relatif à des faits d'extorsion en bande organisée et le second d'assassinat en bande organisée. La première affaire, donc celle du 18 novembre, a été ouverte plus précisément le 22 août 2024. Donc nous avons ouvert une information judiciaire des chefs d'extorsion en bande organisée avec armes, tentative d'assassinat en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, et association de malfaiteurs en prélude de la préparation de crimes, et une qualification importante qui ressortait de la procédure, direction de groupement et d'association de malfaiteurs criminels en vue de la direction du dit groupement. Et ceci est relatif à la suite d'extorsion de commerce d'une boîte de nuit, le First à Cabriès, ainsi que d'un incendie criminel d'un restaurant Subway à Saint-Victoré, et qui appartiennent tous à la même personne qui faisait l'objet de ces extorsions. Dans le cadre de ce dossier, le directeur artistique de la discothèque le First, c'est lui qui est à l'origine de ces faits, voulait imposer son ami en qualité de chef de la sécurité de cet établissement. Ça relève de faits assez classiques d'extorsion. On va vous imposer le service de sécurité qui est diligenté par l'organisation criminelle. Pour ce fait, pour y arriver, pour parvenir à ses fins, il appelait en renfort l'organisation que l'on appelle la DZ Mafia. Ça aboutissait à une première action violente devant la résistance naturellement du patron de l'établissement, suivie par de nombreuses autres actions visant tous les établissements du fameux propriétaire du First. Alors, dans le détail et sans être exhaustif, incendie du restaurant Le Subway, tir à l'arme de guerre en vue de faire pression et d'intimider, menaces, violence sur le service de sécurité classique de l'établissement. On se présente, on les maltraite, et tout ceci en vue de faire céder le patron de cet établissement. En parallèle de ces actions, les malfaiteurs contraignaient la victime à entamer des négociations via la messagerie cryptée, la messagerie Signal. Il convient de préciser à ce stade que la pression portée sur ce patron d'établissement était très forte, puisque pendant plusieurs jours, tous les jours, pendant plusieurs heures, on lui mettait la pression, une pression qu'on pourrait qualifier de permanente. Les exigences initiales de ces malfaiteurs, se revendiquant de la DZ Mafia, étaient de trois ordres. Il devait céder le First, en résiliant son contrat de location-gérance avec la propriétaire des murs, afin que ces individus en récupèrent la gestion. Il devait verser une compensation financière d'un montant de 300 000 €, et là on lui donnait l'option, le choix, soit un versement unique de cette somme, soit un versement mensuel à hauteur de 30 000 €. En rémunération, cette compensation financière était, c'est ce qu'indiquaient les malfaiteurs, en rémunération de la protection qui serait alors assurée par la DZ Mafia pour lui et ses établissements. Donc on est dans une logique de raquette assez traditionnelle. Par la suite, ils exigeaient également que le propriétaire et ses directeurs d'établissement passent dorénavant par leur booker pour faire venir les artistes dans la boîte de nuit. Et là, l'intérêt, naturellement, d'utiliser leur propre booker, c'est que chaque fois qu'un directeur d'établissement
fait venir un artiste, il y a une commission qui est versée au dit booker. Devant ces actions violentes, le directeur de l'établissement a été contraint de déménager loin de l'aire marseillaise. Et devant ces menaces de mort répétées, il finissait par accéder aux demandes des malfaiteurs, premièrement en rendant les clés du First et en versant mensuellement une somme de 10 000 € aux personnes qui le racketaient. Grâce à un travail de longue haleine de la police judiciaire, étaient identifiés tout d'abord 3 détenus du centre pénitentiaire du Pontet, dont le fameux booker de la DZ Mafia, une figure de la criminalité organisée des Bouches-du-Rhône, proche du directeur artistique du First, et une 3e personne, cette fois-ci détenue au centre pénitentiaire des Baumettes, qui est considéré comme un des membres dirigeants de la DZ Mafia. Dans cette procédure, les opérations d'interpellation étaient déclenchées le 18 novembre 2024 et conduisaient, à l'issue de la séquence, à la mise en examen de 22 personnes, avec 15 personnes placées en détention provisoire et 7 autres placées sous contrôle judiciaire. Nous avions, à ce stade et suite à ce travail minutieux diligenté par la police judiciaire, les commanditaires, les récupérateurs des enveloppes, si je puis m'exprimer ainsi, les membres des commandos, les personnes à l'origine des faits d'extorsion. Et là aussi, c'est une caractéristique que l'on a déjà vue, M. Frison, dans de nombreux dossiers, certaines compagnes et certaines personnes de sexe féminin qui prêtent la main, plus le booker de la DZ dont je vous ai parlé. Parallèlement à cette affaire, nous nous sommes saisis au titre de la juridiction interrégionale spécialisée, qui, comme vous le savez, a une compétence sur l'ensemble de l'interrégion, des faits d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, vol en bande organisée, suite aux faits survenus le 26 août 2024 aux abords de la discothèque La Dune, à la Grande Motte, sur le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier. L'enquête était confiée en co-saisine à la DZPJ Sud et à la SR de la gendarmerie de Montpellier, raison pour laquelle M. Constant, le colonel commandant la SR de Montpellier, est également à mes côtés aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse. Les victimes sont des proches, vous le savez tous, de Julien Schwarzer, qui est un rappeur connu sous le pseudonyme de SCH. Ces personnes qui circulaient en véhicule automobile étaient visées à l'aide d'armes de catégorie A. À l'occasion de cette action commando, Tahar Taïbi, décédé, et Rachid Arabi était blessé, avec un pronostic vital toutefois qui n'était pas engagé. À noter que c'est en raison d'événements fortuits que SCH ne se trouvait pas dans ce véhicule qu'il aurait dû normalement utiliser pour entrer à son hôtel après la représentation qu'il avait donnée dans la discothèque La Dune. Entendu par les services enquêteurs, Julien Schwarzer expliquait faire l'objet de tentatives d'extorsion sans plus de précision de clans criminels marseillais depuis environ 1 an et qu'il avait toujours refusé de s'acquitter d'un quelconque paiement. Il faisait, au regard de sa résistance, en tout cas c'est ce qu'il nous expliquait, l'objet depuis 4 mois de menaces de mort qu'il avait contraint à changer ses habitudes de vie. Je relève également que M. Schwarzer, dans le cadre de son activité d'artiste, pour ne pas nuire aux investigations, c'est ce que j'ai entendu, ne s'est pas exprimé sur ce dossier. Et on peut louer à ce stade-là son sens des responsabilités, puisque les investigations ont pu se dérouler parfaitement. Les actes de la commission rogatoire diligentés dans le premier dossier, c'est pour ça que les 2 affaires sont liées, permettaient d'obtenir des captations d'échanges via des messageries cryptées, et ces échanges ne laissaient place à aucun doute
tout ou partie de l'équipe ayant attenté à la vie des proches de SCH et qui tentait de le racketter faisait partie de la même équipe des faits que pour les faits survenus au préjudice de notre patron d'établissement de nuit. Une phase d'interpellation a été déclenchée conjointement par les militaires de la gendarmerie de la section de recherche et par la police judiciaire le lundi 2 décembre. 22 personnes ont été placées en garde à vue. Les perquisitions dans un appartement qui était apparu en procédure dans le 16e arrondissement de Marseille permettaient de retrouver et de saisir une Kalachnikov ainsi que des munitions. Cette vague d'interpellation, là aussi, je tiens à louer l'efficacité des services très complète, permettait d'interpeller et d'entendre les trois commanditaires et organisateurs de cette action commando, dont 2 étaient les mêmes que dans la première affaire, et une troisième personne émergeait comme organisateur, mais n'apparaissait pas dans le premier dossier. Les 4 membres du commando étaient également interpellés, dont un mineur de 17 ans au moment des faits. Étaient également interpellés les 6 personnes qui avaient participé à la fourniture des armes, dont le frère et la compagne d'une personne qui se révélait être les organisateurs des 2 séquences dont je vous fais état. 6 personnes qui avaient participé aux préparatifs et à la logistique. Et enfin, les 3 personnes ayant procédé au convoyage des véhicules avant les faits. Ces personnes ont fait l'objet d'une présentation devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés de la détention jeudi 5 et vendredi 6 décembre. Nous avons 22 personnes qui ont été mises en examen, dont 16 ont été placées en détention provisoire et 6 sous contrôle judiciaire. Après vous avoir exposé donc les éléments objectifs de cette procédure, je vais essayer de prendre un petit peu du recul et de relever les traits saillants relatifs à ces 2 séquences. Je tiens d'abord à vous signaler que les personnes entendues sous le régime de la garde à vue, puis par le magistrat instructeur, sont présumées innocentes à ce stade de la procédure. Ils adoptent des positions variées, certains reconnaissant l'intégralité ou partiellement les faits qui leur sont reprochés, d'autres niant l'intégralité des faits que nous leur opposons. Et donc, je tiens à préciser qu'ils sont, à ce stade, présumés innocents. Les traits saillants tirés de ces 2 séquences et de ces procédures sont les suivantes. Ces organisations criminelles cantonnées habituellement dans les activités de narcotrafic avec la délinquance induite qui se traduit par des narcomicides pour régler les problèmes de gain de territoire, étendent leur activité à des activités habituellement dévolues au milieu traditionnel, c'est-à-dire le racket d'établissements de nuit ou de personnalités qui disposent d'une importante surface financière. Ce qui me paraît également intéressant, c'est selon la même méthodologie appliquée habituellement par le milieu organisé. On arrive dans l'établissement, on commence à semer du désordre, on propose son propre service de sécurité que l'on veut imposer aux propriétaires de l'établissement pour finalement aboutir à la mainmise sur le dit établissement. Donc, extension du domaine d'activité de ces organisations criminelles qui frémissaient depuis plusieurs semaines, mais qu'il convient de suivre avec attention. Un deuxième trait saillant qui n'est pas nouveau, mais qu'il convient de relever, c'est une projection et une capacité de commettre des actes sur l'ensemble de l'interrégion. Alors nous le savions depuis l'année dernière, Monsieur Frison, avec la capacité de se projeter jusque dans des pays étrangers, comme en Espagne, pour commettre un certain nombre d'homicides. Mais là, naturellement, on est capable de se projeter dans la région montpelliéraine. Et il est intéressant de relever à ce stade qu'un des membres
suspecté d'avoir fait partie du commando qui a assassiné un des proches de SCH, n'a pas été interpellé sur la voie publique, mais a été extrait d'une prison lyonnaise, puisqu'il avait été interpellé quelques semaines plus tôt, alors qu'il est impliqué dans une action criminelle qui a été avortée, fort heureusement, grâce à l'action de la police, pour éliminer sur l'aire lyonnaise quelqu'un qui pourrait faire partie du clan des Blacks et qui nous renvoie à notre guerre marseillaise. Troisième trait saillant, c'est la capacité et la possibilité d'avoir des alliances entre des personnes qui gravitent dans des mondes criminels différents. Est-ce que c'est une extension en tache d'huile ou est-ce que c'est des alliances opportunistes? Mais je ne me dois de relever que le booker de la DZ Mafia est un membre éminent de la criminalité organisée corse qui a très vraisemblablement rencontré ces personnes-là qui sont moteurs dans ces faits d'extorsion dans le cadre d'incarcération commune dans des établissements de la région. On constate également que peuvent apparaître dans ce dossier des gens qui pourraient être affiliés à ce que l'on avait appelé le clan de Marignane. Donc là aussi, avec la police judiciaire, nous suivons avec attention ces phénomènes qui, à ce stade, restent au stade d'épiphénomènes, mais que nous suivons avec attention pour, naturellement, éviter toute extension. Je terminerai mon analyse synthétique par les qualifications juridiques qui ont été utilisées et qui émergeaient des premières investigations de la police judiciaire, c'est-à-dire ces qualifications criminelles d'association de malfaiteurs en vue de constituer des groupements organisés. Notre arsenal juridique nous permet, quand l'affaire le justifie, d'aller sur ces qualifications-là. Cette qualification nous permet de mettre en œuvre notre méthodologie. Notre méthodologie est la suivante dans ce dossier, c'est de mettre en œuvre un travail de longue haleine pour traduire devant la justice et devant les magistrats instructeurs, dans le cadre de ces enquêtes que dirigent les 10 magistrats instructeurs, de ne pas se contenter d'avoir que les exécutants, mais d'essayer de remonter au sommet de l'organisation. Et pour y parvenir, il faut avoir des services de police au sens large efficaces. Nous disposons, avec la police judiciaire de Marseille, avec la section de recherche de Montpellier, de spécialistes qui ont cette capacité de travailler de manière efficace. Et je tiens à louer le travail minutieux, complet, diligenté par nos forces de sécurité intérieure, par nos services spécialisés. Je tiens également à louer l'esprit de coopération, puisque tant M. Frison que M. Constant m'ont relevé la qualité de cette co-saisine qui a été également pour la police judiciaire l'intervention également au niveau central de la Direction nationale de la police judiciaire avec l'UIN. Vous pourrez préciser ce qu'est cette nouvelle unité. Quand nous avons la capacité de faire du travail de longue haleine, que l'ensemble des services qui sont aujourd'hui à mes côtés sont mobilisés pour lutter contre ce phénomène, nous arrivons au bilan suivant, et c'est sur cela que je voudrais terminer. Bilan des 2 opérations, 44 personnes mises en examen, 31 personnes placées en détention provisoire et 13 placées sous contrôle judiciaire. Monsieur Frison, je souhaite vous laisser la parole tout de suite sur un point précis, puisque ce bilan sur ces 2 opérations emblématiques s'inscrit dans un bilan
encore plus large réalisé par la police judiciaire marseillaise contre cette organisation depuis le mois d'octobre. Je vous cède la parole pour également faire ce bilan. Alors, les micros, comment fait-on? Je me décale un petit peu, ça fait toujours... Voilà. Ouais, je vais me rapprocher. Oui, merci monsieur le procureur. Bon, je pense que c'est le moment aussi d'expliquer un peu l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés au travers de nombreuses saisines qui incombent à la police judiciaire de Marseille, notamment depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on a parlé des extorsions de fonds. C'est vrai que ce phénomène prend de plus en plus d'importance sur l'agglomération marseillaise, sur les Bouches-du-Rhône, mais pas que. Dans d'autres villes du Grand Sud, on voit que ce phénomène est en constante augmentation. Et c'est vrai qu'on a diligenté depuis le mois d'octobre de nombreuses affaires dans ce domaine-là, notamment 8 qui ont permis d'interpeller un grand nombre de personnes. Mais on n'attaque pas le narcobanditisme uniquement sur les faits d'extorsion. On les attaque également, vous le savez, lorsqu'on travaille sur les narcomicides. Et on a eu la chance, depuis le 1er octobre, de traiter un narcomicide d'importance. C'est celui, vous en avez déjà parlé, qui s'est déroulé le 11 novembre 2023 à côté du McDo du Grand Littoral à Marseille 16e, mais également des affaires de trafic de stupes d'importance, parce que, bien sûr, l'activité de base de tous ces narco-bandits, c'est également le trafic de stupes. Et donc, depuis le 1er octobre 2024, la police judiciaire a quand même interpellé 119 personnes. Donc, ce qui a conduit à 73 mandats de dépôt et 33 contrôles judiciaires. Donc ça vous montre également l'importance du travail qui est actuellement accompli par le service que j'ai le plaisir de diriger et également la qualité de la réponse de la justice par rapport à ce phénomène. Et je ne vous parle que des chiffres qui sont vraiment en lien avec le narco-banditisme. Juste pour compléter un peu les propos de monsieur le procureur, pour aussi dire que on a travaillé bien sûr dans ces dossiers avec, notamment le deuxième avec l'ASR de Montpellier, également été associé dans ce dossier-là, la police judiciaire de Montpellier. On en a parlé aussi au moment des interpellations de l'unité d'intervention nationale, de l'UN, de la DNPJ. Maintenant, vous savez tous qu'est-ce que c'est cette unité, mais je voudrais vous rendre hommage aussi au gros travail de terrain qui a été accompli dans les deux dossiers d'extorsion par la brigade de recherche et d'intervention de Marseille et de Montpellier. Parce que on a affaire à des enquêteurs criminels, et notamment les enquêtes étaient menées dans les affaires d'extorsion par la BRB Marseille, la brigade de répression du banditisme, que je salue également. Voilà, et sans toutes ces personnes, ces résultats n'auraient pas été possibles. Merci, M. le Président. On va faire les chaises musicales de l'autre côté pour laisser M. Constant de la section de recherche de Montpellier dire quelques mots sur leur action dans cette affaire. Merci, monsieur le procureur. Donc, je souscris pleinement à ce qui a pu être dit au niveau de la collaboration et de la coopération qu'il y a pu y avoir entre nos deux services, entre la section de recherche de Montpellier et la police judiciaire de Marseille. Ma présence ici confirme et démontre ce que a pu vous dire monsieur le procureur, c'est que cette organisation s'exporte, puisqu'elle arrive effectivement aux portes de l'Hérault. Nous avons été engagés le 26 au matin, dès la connaissance des faits, sur le dossier SCH. La gendarmerie a engagé très rapidement des moyens conséquents, ce qui nous a permis de faire un travail déjà de police technique et scientifique efficace et rapide, qui a permis par la suite d'obtenir des éléments matériels probants et un engagement conséquent d'enquêteurs, notamment de la section de recherche dans les premiers jours qui ont suivi les faits, pour exploiter une volumétrie considérable de vidéos, notamment de vidéos appartenant aux communes environnantes, ce qui nous a rapidement mis sur la piste marseillaise. Et
La saisine de la GIRS Marseille nous a effectivement permis de nous rapprocher de nos collègues de la PJ de Marseille et donc de travailler en étroite collaboration pour obtenir ce beau résultat qui est celui qui vous a été communiqué aujourd'hui par monsieur le procureur. Merci. Je vous propose quelques questions. Réapparition, je dirais, une pensée. On a l'impression, enfin, ce qui se dit beaucoup, c'est que derrière la DZ Mafia, il y a des gens qui tirent les ficelles. Vous parlez, je vous cite, dans la première affaire d'une figure du banditisme proche du directeur artistique. Est-ce qu'on est, par ailleurs, vous évoquez également un booker corse, on est dans une nouvelle configuration. Est-ce que c'est simplement une conjonction d'intérêts ponctuels ou est-ce qu'on est face à une organisation structurée, pyramidale ou voire horizontale à la type Camorra on est dans quoi là Ma réponse dans mes analyses synthétiques est que nous suivons avec attention ces points de convergence et dans votre question, vous avez déjà donné mes réponses, c'est-à-dire nous constatons effectivement ces points de convergence. Est-ce que c'est une alliance de circonstances? Étant précisé que l'estampille des Z-Mafia travaille également en propre, mais a également pour activité de prêter la main pour donner un certain nombre d'actions violentes et donc une sorte de prêt de manœuvre. Donc il est trop tôt pour le dire. C'est un point qui me paraissait important de relever, mais il est à ce stade très largement prématuré pour indiquer qu'il y aurait une fusion complète entre ce qu'on a pu qualifier de milieu traditionnel et les nouvelles organisations criminelles issues du narcotrafic. Monsieur le procureur, pour TF1 et LCI, est-ce que vous pourriez repréciser les liens de manière plus synthétique entre les deux affaires, s'il vous plaît? Les organisateurs sont les mêmes. Je n'ai pas été clair. C'est les mêmes qui... Voilà. Et donc le lien, il est quand même, on ne peut pas faire un lien plus important puisque ceux qui ont commandité l'assassinat du proche de SCH sont les mêmes qui ont organisé l'extorsion de cet établissement de nuit. Est-ce que cette équipe, donc, qui est a priori en partie la même sur les deux affaires dont vous venez de parler, est en lien, sont les mêmes avec ceux qui menacent aujourd'hui le personnel des Baumettes, la direction des Baumettes, etc. Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, sur le personnel des Baumettes, on peut penser que cela relève de la même organisation criminelle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On retrouve le même personnage. On retrouve un des personnages, oui, absolument. Est-ce que vous confirmez que donc, Yacine Akazan fait partie des personnes mises en examen? Absolument, je vous le confirme. Et donc, comment ça sur la s'est première passé affaire. qu'il aurait Il est mis en examen, effectivement, que sur la première affaire. affaire. Hein, Oui, voilà. sur la première affaire, bien sûr. Il aurait opéré depuis sa cellule ou ça c'est... Oui. Ben oui. Ok. C'est un coût important apporté à la DZ Mafia ou il reste encore beaucoup à... Il reste encore beaucoup à faire, mais si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est deux séquences qui sont très significatives par leur ampleur et, comme je le disais au début de mon intervention, par la capacité qu'ont eu les services enquêteurs de remonter jusqu'aux organisateurs de manière très précise. Nous avons eu une photographie et puis le nombre de personnes qui sont actuellement incarcérées depuis le 1er octobre dans le cadre de ces dossiers affaiblissent naturellement l'organisation. Vous parliez de un ou deux cerveaux de la DZ, Cerveau, pardon. je ne sais pas si on peut parler de cerveau. Il y en a un qui est impliqué, et puis il y en a un second. Vous parlez de la DZ Mafia qui a élargi ses activités, qui avait des alliances avec d'autres mondes. Le fait de menacer de mort des agents pénitentiaires, est-ce que ça fait partie aussi de cet élargissement d'activité?
Alors, sur les menaces de mort sur un surveillant, sur un personnel pénitentiaire, là encore, la sécurité publique, hein, puisque comme je le disais, ce qui est important, c'est que toutes les forces de l'État soient unies, travaillent de concert pour lutter contre ce phénomène. Et vous me permettez, par votre question, de dire que j'inclus dans les forces de l'État chargées de lutter contre ce phénomène l'administration pénitentiaire, dont les personnels, dans des conditions très difficiles, en lien avec le parquet de Marseille, mettent en œuvre des mesures pour limiter au maximum la poursuite d'activités en détention. Ils font dès lors l'objet de menaces et de pressions. Et eux qui sont en tout bout de chaîne, on a la police et la gendarmerie qui sont au début de la chaîne qui prennent la mesure. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas la police judiciaire, certes, qui a récupéré les investigations, mais c'est la sécurité publique qui, par une action très volontariste de protection de ses agents, a permis immédiatement, le lendemain, des menaces de mort qui avaient été proférées, d'interpeller 2 auteurs aux abords des Baumettes, qui, après l'enquête diligentée par la police judiciaire, ont été déférés devant un juge d'instruction et sont actuellement incarcérés. Monsieur le procureur, il y en a un des 2 qui vient de région parisienne, je crois, ça témoigne encore de la, oui, de la force de frappe de cette c'est le recrutement sur les réseaux sociaux que l'on connaît depuis l'année dernière et selon exactement la même méthodologie. Je vous remercie. C'est terrible de vous avez fait une conférence, parce que ça ne peut pas être inquiétant, c'est terrible, on arrive à la menace de... Évidemment, c'est l'objet de toutes nos attentions. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous dire que les problèmes ne se seront pas réglés demain matin, mais que nous avons la volonté et que nous avons des résultats. Je vous remercie.